tous nos profs nous disaient vous allez être au chômage. J'ai mis 3 semaines à avoir 3 CD, 3 propositions. C'est clairement pas le parcours qui te prédestine à évoluer dans ces secteurs-là. On a de l'activité à Singapour. Et encore moins à te positionner comme un acteur en créant ta propre structure. Oui, aujourd'hui, je suis directeur d'un cabinet. Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne Léna B Consulting ou sur mon podcast Les Réflexions de Léna pour le deuxième épisode de Consultant Journey. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Fabien, un ancien consultant et entrepreneur chevronné qui a aujourd'hui sa propre ESN dans le domaine de l'IT, entre autres. Et aujourd'hui, il va nous parler de son parcours très inspirant qui a démarré en tant que consultant dans le domaine de l'informatique et qui va le mener par la suite à créer sa propre structure, son propre cabinet et pas mal de projets entrepreneuriaux ambitieux. Bonjour Fabien. Bonjour Léna. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Je suis très contente que tu sois parmi nous. On va commencer l'entretien déjà avec une présentation. Ok, alors aujourd'hui, je suis directeur d'une ESN qui s'appelle Enetix, spécialisée dans la data, digital et les ERP, supply chain. J'ai 40 ans, je suis dans le domaine depuis 15-16 ans, mais c'est que récemment que je me concentre essentiellement sur le développement de la structure. Ok, très bien. Et comment tu présenterais vraiment le corps de l'activité que vous faites aujourd'hui en tant que ESN? Alors aujourd'hui on intervient essentiellement pour ceux qui ne connaissent pas trop, sur les softwares, sur les logiciels d'entreprise. Focus sur 3 domaines, du coup sur tous les logiciels autour de la gestion de la donnée. Ok. Donc comment on analyse la donnée, comment on la traite, etc. Gros plan sur des technologies comme Microsoft et Google. Ensuite, sur la partie digital CRM, donc ce sont toutes les applications, les logiciels qui vont gérer la donnée client, on va dire, gérer la donnée des clients. Et derrière, ERP pour la partie supply chain, en français, sur toute la chaîne logistique. Alors, pourquoi ces 3 domaines? C'est parce que moi, je suis un consultant issu de la data, et au sein de notre entreprise, de notre organisation, on a des experts sur chaque domaine. Donc, en fait, on fait focus par rapport à ce qu'on connaît. On va dire l'informatique, c'est vraiment très, très vaste. Moi, l'idée, c'est de faire focus sur ce qui marche et les domaines qui ont de l'avenir et ce qui est important aujourd'hui pour nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi aussi ces 3 domaines par rapport à nos expertises et par rapport aux besoins. Tout à fait. Voilà. Et justement, ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps où je parlais des domaines qui sont importants, qui sont prédominants dans l'IT aujourd'hui et sur lesquels les consultants devraient se concentrer, en tout cas les aspirants consultants. Et effectivement, la data, c'est vraiment un sujet prépondérant pour les grandes entreprises parce qu'ils en ont tellement et c'est un outil également stratégique pour justement construire leurs offres, comprendre le besoin du client, mais à la fois, c'est quelque chose qui vient alourdir en fait leur stockage et c'est important de bien la gérer finalement. Exactement. Je voulais rajouter, voilà, on s'adresse aujourd'hui, nos principaux clients, ce sont les grands comptes, les clients des compagnies du CAC 40. Mais là, on est en train de se différencier à proposer des offres pour les PME. Parce que c'est vrai que les PME aussi commencent à avoir beaucoup de besoins. Et quand on est en phase PME, c'est vraiment aussi une période où c'est important de vraiment rationaliser ses activités pour pouvoir grossir finalement. Exactement. Très bien. Eh bien, écoute, c'est très intéressant déjà de voir un peu tous les domaines que vous couvrez et je serais curieuse de savoir ton parcours et comment tu as fait pour en arriver là. Donc, revenir un peu à la base, aux origines, voilà, le contexte dans lequel tu étais, quelles études tu as fait pour justement en arriver là. Ok, bon, on va juste situer un peu le contexte. Alors, moi, je suis la première génération née en France, née à Paris, d'origine cambodgienne, chinois-cambodgien. Nos familles ont fui le génocide qu'il y a eu au Cambodge dans les années fin 70. On est arrivé en France en 80. Yes. Donc voilà un peu le parcours. Ça veut dire qu'on arrive ici, démarrage zéro de chez zéro. Voilà. Moi, j'ai grandi pour ma part dans un quartier très populaire pendant 23 ans, 24 ans, à la Courneuve. Oui. Donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Enfin, toutes mes études, pas supérieures, mais toute ma scolarité là-bas, de la maternelle jusqu'au secondaire. J'ai eu un parcours universitaire. J'ai pas été forcément l'élève le plus studieux qui existe sur Terre, mais en tout cas, on avait l'envie. Ouais. C'est un peu ça. Donc, parcours universitaire à Villetaneuse. J'ai fait 3 ans à Villetaneuse, puis ensuite, j'ai pu faire une passerelle et
et aller à l'université Paris-Assas à partir de la licence. Ok, donc la Sorbonne. La Sorbonne, voilà. Bah, ça me fait penser beaucoup à mon parcours parce que, pareil, issu première génération née en France, issu également de l'immigration, ayant grandi également dans le 93, pas très loin de Villetaneuse justement, et ayant eu un parcours universitaire. Et c'est clairement pas le parcours qui te prédestine à évoluer dans ces secteurs-là, et encore moins à te positionner comme un acteur en créant ta propre structure. Donc je pense que ça demande quand même pas mal de challenge et vraiment de sortir de sa zone de confort. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, est-ce que c'était quelque chose qui était voulu? Est-ce que tu connaissais justement ce secteur? Ou est-ce que c'est de fil en aiguille, en faisant tes études, en te spécialisant peut-être en IT? Tu me diras quelle option tu as pris à partir du bac, mais comment justement tu en es arrivé dans ce secteur-là? Quelles études tu as fait exactement? Des études générales, un bac scientifique, spécialité maths. Bon, j'étais un peu plus doué quand même pour les matières scientifiques, moins sur les matières littéraires. Après, c'est lié aussi au background, hein. Nos parents ne parlaient pas français. À la maison, on parlait que notre dialecte. Oui. Donc, c'est aussi ça, je pense, qui fait qu'on développe les compétences sur l'aspect scientifique. Ouais. Ensuite, les études que j'ai fait des études, j'ai continué sur la partie plus gestion d'entreprise, économique et sociale. Ok. Donc, rien à voir avec l'informatique. Ouais. Comment je suis tombé dedans, c'est des gens de ma famille, en fait, hein, qui étaient plus âgés que moi. Je leur demandais, en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quoi. Ouais. Et donc, en discutant, c'est là que je me suis dit, ok, c'est pas mal, ça m'intéresse. Ce qui est assez marrant, c'est que lorsqu'on fait des études, on se spécialise sur un métier vraiment que sur la dernière année, sur le bac plus 5. Tout à fait, surtout quand on est en université. Voilà. C'est vraiment le Master 2 qui va déterminer ce que tu vas faire. Parce que jusqu'en Master 1, c'est toujours flou finalement. C'est toujours flou, c'est très général. Et le stage de fin d'études. Voilà, exactement. Et moi, c'est vraiment du coup lié à l'environnement. J'ai eu quand même cette chance-là, on va dire, cette chance-là. Et aussi l'environnement, on va dire, avec les amis, hein, avec des amis où eux aussi, ils avaient des grands frères, des grandes sœurs ou des oncles qui faisaient de l'IT. Ok. Donc voilà un peu moi comment je suis tombé dedans. Et du coup, à travers ton parcours, donc à partir des études supérieures, tu es un peu sorti de ta zone de confort. C'est là qu'on sort un peu de notre coin, de là où on a grandi. Et est-ce que tu dirais que quand tu as été à l'université et que tu es parti justement sur Paris, à Assas, est-ce que ça t'a ouvert aussi par rapport aux camarades, les gens que tu fréquentais? Est-ce que ça t'a ouvert sur des choses que tu pouvais faire ou c'est pas de ce côté-là que tu as eu ces influences-là, c'est vraiment dans ton... Alors si on parle par rapport au métier que je fais actuellement, non, ça m'a pas ouvert. Okay. Ça m'a pas ouvert. Ça m'a ouvert, oui, de pouvoir rencontrer des gens, mais franchement, sans mentir, aujourd'hui, de mon parcours universitaire à Paris, dans mon entourage, j'ai gardé qu'une seule personne. Okay. Au jour d'aujourd'hui. Oui. Mais oui, mais c'est très très bien de changer d'environnement parce que il y a du très très bon dans notre passé de grandir dans ces endroits-là. Et c'est ça qui marque aujourd'hui ma signature, l'envie, etc. Mais comment dire, on grandit à la Courneuve, on va à Villetaneuse, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même, ouais. C'est les mêmes personnes, mais sauf qu'on est en études supérieures, quoi. C'est pareil, l'environnement ne change pas trop. Ouais. Mais oui, l'intégration à Paris, oui, c'était pas, comment dire, c'était pas aussi naturel. Au final, on s'est retrouvés avec des personnes qui nous ressemblent. C'est vrai qu'on se retrouve même dans ces environnements-là. Voilà. On finit par se retrouver parce qu'il y a des similitudes dans la façon de fonctionner, la façon de penser. Ok, et donc du coup, à l'époque où tu étudiais, clairement, tu n'avais pas une idée claire de ce que tu voulais faire, mais c'est surtout via l'entourage que tu as pu savoir quelles étaient les possibilités et quels étaient les secteurs vers lesquels s'orienter finalement. Oui, on va dire c'est quand même grâce à l'entourage. Alors sur l'IT, c'est quand même grâce à l'entourage, hein. Le truc par rapport à ces métiers-là, l'IT déjà c'est très très vaste. C'est très très vaste. Moi j'ai toujours travaillé en étant étudiant, depuis l'âge de 15-16 ans, j'ai toujours travaillé des jobs étudiants, etc. Toujours. Mais comme je dis, même moi, avec plus jeunes collaborateurs, tout est une question d'orientation, de partage. Avant, c'était beaucoup plus dur d'accéder à l'information. Il fallait au centre d'étudiants, etc. Et encore, voilà, quand on déconseillait, c'était un peu complexe. Ouais. Les enseignants, je ne vais pas dire tous les enseignants, mais pareil, ils sont quand même déconnectés du marché. Ouais. Parce que finalement, en fait, toutes ces institutions-là, hein, même quand tu vas dans les salons, c'est pas ceux qui sont vraiment au cœur de l'activité. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que, j'ai envie de dire, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus d'informations. Ouais. C'est facile d'aller chercher l'information, on a beaucoup de support et tout est médiatisé comme là aujourd'hui, on parle de nos expériences, c'est facile. Donc du coup, parlons du début de carrière maintenant. Donc tu as fait tes études universitaires, tu fais ton master et j'imagine qu'au moment de faire
ton stage de fin d'études, tu te retrouves à vraiment devoir entrer dans la vie active. C'est ça. Et donc, c'est à partir de là que les choses se lancent. Donc, parle-nous-en un peu. Alors, mon premier CDI, alors moi, j'ai démarré à une époque où c'était une année faste quand même. À l'époque, on appelait ça des SS2I. C'était une année faste. Moi, j'ai démarré en 2005. On recrutait vraiment en tour de bras. C'était une année assez faste. Moi, j'étais plus jeune, mais il y a une année où c'était vraiment la crise. Et ensuite, on a eu la crise en 2008, 2009 qui s'est produite. Donc, tu as bénéficié d'un couloir positif, quoi. Exactement. Parce que moi, en 2015, 2014, 2015, tous nos profs nous disaient, vous allez être au chômage. Hein, oui, voilà. Bah, à ce niveau-là, c'était dur. C'était dur. Nous, sincèrement, on embauchait à tour de bras. À partir du moment où on avait un bac plus 5. Donc, c'était de se dire, la personne qui a un bac plus 5, elle sait réfléchir, elle sait synthétiser, mais elle pourra apprendre. Ils avaient tellement de projets, des grosses sociétés, que prenaient à tour de bras pour former, pour intervenir sur les projets. Donc, moi, première expérience, franchement, j'ai mis 3 semaines à avoir 3 CD, 3 propositions. Pas mal. Moins d'un mois. Comment j'ai fait? Je connaissais personne, job board, à l'époque Monster ou autre, maintenant ça n'existe même plus. Lead, Monster, etc. Voilà. Et sans expérience, j'ai pas fait stage de fin d'études. Hein. Ok. Au culot, voilà, à l'audace, j'ai mis ça, lettre de motivation, postulé, et j'ai vendu, on va dire, le fait que j'ai vendu du potentiel. Ok. Voilà. Et puis ensuite, j'ai démarré dans une grosse ESN qui fait de l'édition de logiciels aussi. Hein. Ce sont ceux qui développent les logiciels et qui les vendent eux-mêmes. Ok. Comme un concessionnaire comme une marque automobile, voilà. Renault, c'est Renault. Les éditeurs, c'est ça. C'est ceux qui développent eux-mêmes. Et les logiciels. Voilà. Ok. Ouais, donc tu es à la source. Donc moi, par exemple, par rapport à mon parcours, je suis vraiment loin de ce niveau-là. En fait, au niveau de l'IT, je suis plus sur, une fois que le logiciel a été acheté, comment on gère les process. Ouais. Mais toi, tu étais vraiment dans le cœur du sujet, quoi. Voilà, j'ai démarré par ça. J'ai démarré vraiment par une société qui développe ses propres logiciels. Ok. Donc moi, j'étais dans la branche logicielle chez eux. Et du coup, ça t'a vraiment permis d'acquérir de la connaissance un peu plus technique à ce niveau-là? Oui, alors je me souviens, c'était assez marrant. J'ai été embauché, je ne savais rien faire. J'imagine. Et on m'a formé pendant 2 mois sur le logiciel. Et ensuite, on m'a mis sur des projets clients chez eux. Okay. C'était une grosse ESN et on fait de l'intégration. De l'intégration, du coup, vulgairement, on installe des logiciels. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ils s'adressent qu'aux grands comptes, qu'aux grandes entreprises quasiment. Ou du moins des grosses sociétés, grosses PME qui ont de la maturité digitale, on va dire. Ok, donc vous intégrez ce logiciel-là. Vous travaillez sur tout ce qui est accompagnement aussi des utilisateurs. Vous les embarquez. Oui. Est-ce que ça faisait partie de... Moi, non, mais mon équipe, oui. Ouais. Ça veut dire que je sais qu'ils couvraient... C'était du clé en main, finalement. Voilà, ils couvraient tous les steps pour que le logiciel soit bien intégré et fonctionne bien par rapport aux attentes. Okay. Et moi, j'étais un débutant dessus, un junior dessus. Voilà comment j'ai démarré. Ok. Et au fur et à mesure, comment justement tu as pu prendre de la maturité, de l'expérience et que tu as pu naviguer pour savoir ce que tu veux dans ta carrière? Parce que tu es resté combien de temps sur ton premier poste? Sur mon premier poste, 1 an, 1 an et demi. Je pense qu'après, par rapport aux carrières, il y a beaucoup de chance aussi. C'est une chance par rapport aux rencontres. Oui. Lorsqu'on démarre, après c'est valable dans la vie, tout le monde a besoin d'un mentor en fait. Tout le monde a besoin d'un mentor et lorsque nous on est débutants, on nous fait intervenir sur des projets. Mais on ne sait pas quelle équipe il y a là-bas. Et on ne sait pas quel manager on va avoir. Si on tombe sur un bon manager, je pense qu'on fera une belle carrière. Mais si on tombe sur un mauvais manager, c'est complexe. Ça te plombe dès le début, effectivement. Voilà. Mais sauf qu'on n'a pas assez de recul pour savoir que c'est un mauvais manager. Donc on peut peut-être adapter des mauvais codes. Et moi, comme je dis à tout le monde, les 3 premières années sur ton CV ou 4 premières années, ce sont les plus importantes de ta vie. Tout à fait. Il faut bien commencer. Moi, en tout cas, j'ai aussi l'intime conviction qu'il faut bien commencer. Moi, quand j'ai commencé dans le secteur du conseil, pareil, je ne savais pas du tout. Et en fait, il y avait plusieurs niveaux, finalement, d'intervention. Tu pouvais intervenir pour faire des tests, tu pouvais faire de la maîtrise d'ouvrage, tu pouvais faire plein de choses. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai démarré sur un projet de transformation, d'organisation qui m'a placé dès le début à un niveau d'intervention qui était intéressant. Et c'est avec le recul que j'ai su qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, voulaient atteindre ce niveau d'intervention, même des gens qui avaient pas mal d'expérience, alors que j'aurais pu démarrer sur une mission qui m'aurait plombé pendant plusieurs années dans ma carrière. Et j'ai vu pas mal de consultants qui ont galéré à sortir du carcan du poste sur lesquels ils avaient commencé. Et notamment les postes où on fait que du test, ça peut être compliqué également. Bien sûr.
J'ai fait pas mal de tests aussi, hein. Mais bien sûr, parce que c'est tellement vaste, chacun est dans son expertise, dans sa spécialité. Et ce qu'il y a de bien là sur ton parcours, c'est que toi, de ton côté, tu dois prendre de la hauteur et du recul. Moi, par contre, quand j'ai démarré, c'était du paramétrage de logiciel. Ouais. Donc, elle n'est que dans notre paramétrage. C'est ça. Voilà. Oui, effectivement. Et ça te permet d'avoir une vision très analytique, très coordination, très... Voilà, connaître un peu l'aspect politique, savoir parler à plusieurs acteurs. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, je m'estime chanceuse. Et donc, pour en revenir sur ton parcours, tu t'es très vite mis à ton compte en freelance. Et justement, comment tu as eu cette connaissance-là et de cette possibilité de passer en freelance? C'est avec des rencontres. En fait, c'est avec des rencontres sur 1-2 projets où il y avait des freelances avec moi. Il y avait des freelances avec moi, des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés. Et moi, si tu veux, à mon époque, le freelance, c'est un expert, une pointure dans son domaine. C'était une pointure. Pareil pour moi. Voilà, on ne peut pas être freelance Comme ça. Comme ça. C'est pas, voilà, on écrit 3 documents, on est freelance. Non. Tout à fait. Et c'était le cas. En fait, si tu veux, moi, lorsque j'étais sur les projets, mais les freelances, c'était des experts sur des outils bien particuliers. Bien sûr que je ne vais pas te mentir. Pourquoi j'ai fait freelance, c'est que il y a l'aspect financier, il y a l'aspect entrepreneurial. C'est parce que j'ai créé ma première société, j'avais 20-21 ans. J'ai toujours essayé. L'IT, j'ai appris à l'aimer, l'IT. Au début, je détestais ça. Quand j'ai démarré, j'aime même pas ça. Mais j'ai appris à l'aimer. Aujourd'hui, j'adore ça. Et donc, c'est comme ça que moi, je suis rentré freelance. Donc, tu ne te voyais pas rester toute ta vie à faire la même chose, finalement? Non, c'est que moi, je voulais même arrêter l'IT. Je détestais ça. Parce qu'en fait, c'est que mon esprit n'était... J'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie. Ça, c'était mon côté. Mais aujourd'hui, j'adore ça. Aujourd'hui, je veux le continuer jusqu'à ma retraite. Ouais. Et si c'est pas plus. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi freelance. Oui, l'indépendance, le fait de choisir ses propres missions et l'aspect financier. Ouais, ne plus être enfermé, parce que c'est vrai que dans le conseil, généralement, tu ne détermines quasiment rien. Tu es dans un cabinet, on te staffe, on te propose des missions. Généralement, elles sont un peu limite imposées, on t'oriente, et tu fais du business pour un cabinet. Donc, tu n'as pas de maîtrise sur ton taux journalier moyen, donc le montant que tu vas facturer. Alors que quand tu es freelance, tu as plus une maîtrise sur ça. Tu commences à connaître ta valeur sur le marché, tu commences à faire les maths et tu réalises que finalement, effectivement, le cabinet, il aide parce qu'il a un vivier de clients, il peut t'orienter, il peut te former, mais à côté de ça, tu sais que c'est toi, c'est tes compétences qui sont vendues. C'est ta force de travail. Donc, une fois que tu détermines ça, eh bien, il y a certaines personnes qui vont se dire « Ok, je vais prendre le risque de sortir du confort du CDI pour me mettre moi-même sur le marché parce que je sais que je peux avancer. » Là, ce que tu viens de dire, je suis d'accord, mais à condition de voir clair. Ouais. À condition de savoir ce qu'on vaut, ses compétences, etc. Et de savoir se vendre, effectivement. Voilà, ça, c'est des skills que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas. C'est compliqué. Ouais. C'est pour ça que je ne fais pas l'avocat du diable, parce que oui, aujourd'hui, je suis directeur d'un cabinet. C'est pour ça qu'il y en a qui sont faits pour ça, et il y en a qui ne sont pas faits pour ça. C'est comme dans une équipe de foot. Pas être attaquant et en même temps gardien, et on ne peut pas faire ça, en fait. Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne position. C'est vraiment par rapport à la personnalité. Ouais, je partage ton avis, effectivement, de ce côté-là. Et je reviens sur le fait que tu disais, à ton époque, les gens qui étaient en freelance, c'était des pointures, c'était des experts. Et moi aussi, pareil. Quand j'ai démarré, et c'était il y a 10 ans, les freelances, c'était des personnes qui étaient déjà plus âgées. C'était vraiment des gens qui étaient limite en fin de carrière. Et donc, par exemple, moi, dans le cabinet de conseil dans lequel j'étais, on va dire qu'il y avait... parce qu'à l'époque, surtout, les cabinets de conseil n'étaient pas trop ouverts à travailler avec des freelances et à positionner des freelances. Maintenant, le marché est un peu plus compliqué pour eux, donc ils sont obligés un peu de se plier et de prendre des freelances pour remplir des postes pour lesquels ils n'ont pas les compétences. Mais c'était des personnes beaucoup plus âgées et des personnes qui avaient énormément d'expérience et qu'on prenait, qu'on choisissait vraiment méticuleusement. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais on aura l'occasion d'en parler au fur et à mesure de l'entretien. Donc du coup, c'est le côté vraiment liberté, le fait que tu n'étais pas forcément un passionné d'IT. C'est pour ça que tu t'es dit, OK, je vais me mettre en freelance, je vais développer un peu l'aspect business, l'aspect, créer de la richesse et peut-être réinvestir dans d'autres choses. Oui, pour être honnête, oui, c'est de l'aspect financier, liberté au départ. Mais ça, c'est le départ. Ouais. C'est vraiment le départ. Aujourd'hui, mon discours est complètement différent. C'est pas parce que c'est ma position d'aujourd'hui, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Impossible. Impossible. Même quand je dis financier, c'est partiellement faux.
ça peut être financé quand on est un peu plus junior, parce que moi, j'ai démarré tôt. Oui, Mais pour quelqu'un de senior, là, je veux dire, le niveau de rémunération qu'on pourrait avoir, oui, c'est quasiment similaire à ce que tu c'est- peux avoir en interne. voilà, c'est similaire en fait. Mm. Donc c'est pour ça que je dis c'est un état d'esprit avant tout. Oui. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Oui, c'est ça qui m'a fait au départ. Après, c'est des rencontres. Et puis, au fil du temps, ben, on évolue, on affûte ses compétences aussi et on se spécialise sur des domaines. Sur des domaines. Moi, typiquement, mon parcours, c'est que moi, j'étais un consultant data. J'ai 15 ans dans la BI. J'ai pas commencé dans la BI. J'ai commencé dans les systèmes SIRH, donc qui sont les logiciels pour gérer les ressources humaines. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Et je suis tombé dans la BI lié en fait à quoi? Lié à une mission où je devais, petit aparté, voilà, où je devais faire des rapports, construire des indicateurs performance, etc. Ouais, des KPI. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. Voilà. Et parce qu'aussi, j'avais de l'entourage qui était dans le domaine. Je savais que c'était porteur, donc j'ai continué dedans. Ok, très bien. Et donc, en ce qui concerne tout ce qui est la charge administrative, la gestion, c'est des choses à l'époque dont on parlait pas. Même quand tu as les freelances, on te disait, ok, tu peux aller en portage. Et justement, ça, je l'explique dans une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps où je parle un peu de comment se lancer en freelance, les différentes étapes. Et justement, tu as plusieurs formats juridiques. Quand tu te lances en freelance, tu peux être autant en portage. C'est, on va dire, un statut un peu facilité où tu passes par une structure qui te porte. Donc, tu es semi-freelance, toujours statut un peu salarié. Et après, tu peux créer ta structure. Est-ce que toi, ça a été difficile pour toi de gérer cet aspect juridique, comptable, vraiment gérer sa structure? Parce que tu as des obligations. Tu as des obligations fiscales, tu as plein de choses que, encore une fois, tout le monde ne peut pas assumer. Est-ce que de ton côté, ça a été quelque chose d'assez facile à gérer? Dans la gestion, oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui recherche de l'information. Administratif, oui, je sais faire. Mais d'un point de vue mental, c'est une charge mentale. Ouais. C'est une charge mentale et cette charge mentale-là, bah, elle t'empêche, j'ai envie de dire, d'être à 100% de tes capacités Pour ta mission. pour ta mission, Ouais. pour ton vrai fonds de commerce qui est ton CV, ton expertise. Ouais. Et c'est en ça où je dis que c'est dangereux. Et moi, avant, il n'y avait pas autant de portage salarial ou autre. Mhm. Aujourd'hui, beaucoup. Tu as pas mal de structures qui te facilitent Voilà. la tâche. Hein. Tu as des cabinets des cabinets comptables qui sont créés juste pour ça, limite que pour les consultants et qui font C'est tout ça. pour toi. Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a un gros besoin, je pense. Il y a un gros besoin. Aussi, une manière de travail différente, à mon avis. Mais oui, c'est une charge. Bien sûr que c'est une charge. Et même si on a un cabinet comptable avec nous, même si on a du soutien, mais quoi qu'il arrive, c'est nous qui devons valider Exactement. des informations. Et tu as une décisions. stratégie aussi. Tu as Voilà. une stratégie comptable. Comment tu gères ta trésorerie? Qu'est-ce que tu fais? Quelle sécurité tu prends aussi? Voilà. Parce qu'il faut pouvoir gérer des périodes de creux. Et ça, j'en parle encore dans la vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps sur comment se lancer en freelance. Il y a plein de choses à prendre en compte. Parce que le freelance, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tu peux avoir des périodes de creux. Il y a des périodes où le marché, c'est un peu compliqué. Tu as des codes budgétaires. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et ta stratégie, elle t'appartient finalement. Bien sûr. Ouais, il n'y a pas de congé payé. Il n'y a pas ces avantages qu'on pourrait avoir en étant salarié. Et même par rapport à tout ce que tu dois faire à côté de ça, quand tu veux investir dans l'immobilier, quand tu veux chercher un logement, tout ça, ça sera des paramètres à prendre en compte parce que ça sera plus compliqué que si tu as un statut CDI classique. En France, le ticket d'entrée pour tout, c'est le statut CDI. Donc, une fois que tu te mets en freelance, effectivement, tu as peut-être l'opportunité de gagner plus, quelquefois un peu plus ou beaucoup plus, dépendamment de ta spécialité. Mais il y a pas mal d'inconvénients à prendre en compte. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner. Ouais, exactement. Tu as fait du freelance pendant combien de temps avant de décider de lancer ta propre structure? Et qu'est-ce qui t'a mené à lancer ta structure? Parce que je ne pense pas que au début, tu te réveilles et tu te dis « je vais lancer mon cabinet ». Mais je pense que de fil en aiguille, et par rapport aux conversations qu'on a déjà eues, je pense que c'est à force d'évoluer en tant que freelance, à voir des besoins, à détecter des besoins, que peut-être tu as réalisé qu'il y a quelque chose à faire. Oui, alors j'étais freelance pendant peut-être 11 ans. 11 ans avant de me dire, ok, je me concentre essentiellement sur le développement de mon entreprise. Avant ça, j'ai toujours été en mission. J'ai toujours été en mission avec plusieurs clients différents, pas au même moment, mais toujours avec des clients différents. Ou par opportunité, j'ai réussi à remporter des marchés tout en étant freelance.
par opportunité, je dis bien, avec du réseau ou autre, par opportunité. Donc, les choses s'accumulent, mais voilà, on est des opportunistes. On n'est pas un vrai cabinet, hein. Ouais. On est Donc des- là, tu trouves des personnes, il y a un marché, tu le remportes, tu dis, OK, je peux gérer. Et derrière, tu cherches quelqu'un qui va pouvoir répondre aux besoins. Exactement. Et donc, ça a démarré en 2014, mon premier collaborateur, OK. tout en étant en mission. J'ai vraiment arrêté le consulting. Et encore, là, j'en fais encore un petit peu par parcimonie parce que j'aime ça. En back-office, quoi, plutôt. Oui, voilà, sur de l'audit, sur un peu de design, sur ce genre de choses. Ouais. Mais réellement, à plein temps chez un client, j'ai arrêté depuis 2022. OK. Et ça, franchement, c'est une preuve de réussite parce que quand tu es consultant, le fait de pouvoir sortir et ne plus être staffé et n'avoir qu'à gérer d'autres consultants, c'est que tu es arrivé quand même à un stade où tu as fait assez de business pour te dire, OK, je peux me retirer et j'ai plus la problématique d'être staffé et d'avoir ce chiffre d'affaires-là pour moi. Mm. Et comme tu vois, tu as commencé à faire du business en 2014 et ça t'a pris quand même 8 ans avant de te dire, OK, là, je peux me retirer. Donc, ça veut dire que pendant 8 ans, tu as géré ton activité, donc toi déjà tes missions, être performant en mission, et de faire monter d'autres consultants, donc des consultants que tu as dû convaincre, parce que voilà, si tu n'es pas une structure et que tu dis, tu vas avoir quelqu'un, tu dis, OK, viens bosser avec moi, voilà, j'ai une opportunité, c'est pas aussi facile que ça, donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal de challenges, il y a du relationnel, il y a pas mal de choses à construire. Comment tu trouvais ces consultants? Honnêtement, je ne veux pas dire que c'est de la chance ou parce que bon, c'est la chance, faut la provoquer, hein. Il n'y a rien qui tombe du ciel. J'ai essentiellement pu construire les choses avec du réseau. Des personnes rencontrées en mission, des connaissances de connaissances, mais essentiellement le réseau. Donc il y a un côté relationnel, quoi, vraiment garder le contact avec les gens. Voilà. Les premières personnes qui ont démarré avec moi sont encore avec moi aujourd'hui, mais qui sont devenues des amis en plus. Qui sont devenus des amis et c'est sincère, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. On n'est pas une grande entreprise, c'est important d'avoir un noyau dur. C'est important de pouvoir compter les uns sur les autres. Tout à fait. Voilà. Et comme je dis, après la bascule, ce choix-là, il a été quand même assez réfléchi dans le sens où c'est un autre métier. On ne fait plus le même métier. Consultant et les business développeurs. Voilà, on fait plus la même chose. Et est-ce qu'on est prêt à faire ce genre de choses? Moi, j'ai jamais été commercial de ma vie. Ces aspects-là, la prospection directe, etc., c'est pas des choses que je fais. D'accord, j'aime bien entreprendre, j'ai des idées, mais je suis avant tout un consultant, avec un état d'esprit de consultant sur l'IT. Mais je pense que c'est un atout. Je pense que c'est un atout le fait que tu as toujours cette vision consultant, parce que tu vas comprendre les problématiques du consultant. Dans toutes les structures dans lesquelles j'étais dans des structures où tu as des business managers purs qui n'ont jamais été consultants. Et j'ai été dans des structures où c'est des consultants seniors qui vont devenir des business managers. Et je pense que c'est le meilleur positionnement dans le sens où ce business manager-là, entre guillemets, qui a été consultant, va connaître les problématiques du consultant et va avoir le souci que le consultant soit épanoui dans sa mission. Il ne va pas avoir que le côté chiffre d'affaires qui est important, mais il va avoir aussi le côté, OK, c'est un consultant, il veut évoluer, il veut évoluer dans son domaine d'expertise, donc je vais l'accompagner. Donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui t'a aidé à déjà pouvoir avoir des salariés et des gens qui travaillent avec toi depuis maintenant presque 10 ans, qui sont restés avec toi, surtout quand on connaît le turnover des cabinets. Donc, je pense que le fait que tu as ce côté consultant, c'est ça qui t'a aidé à créer un noyau dur et voilà, une relation long terme avec les collaborateurs. À 100%, parce que notre activité avant tout, ok, au-delà de l'aspect technique, mais 50%, c'est que des relations humaines. Comment dire, il y a du trust qu'il faut avoir, c'est important, c'est très très important. Au-delà de l'aspect technique, comme je dis, on peut être la star technique, mais si humainement ça va pas, personne va nous suivre en fait. Tout à fait. Personne va nous suivre. C'est ça qui est hyper intéressant dans le métier, mais c'est en même temps ça qui est très très difficile à gérer. Quel challenge. Et justement, ça me permet de faire la bonne transition pour passer sur la partie un peu difficulté. Quelles ont été vraiment, dans tout ce parcours-là, les difficultés, les challenges que tu as rencontrés? On va dire, si on raisonne en termes de projet, la grosse difficulté, j'ai envie de dire que c'est de s'adapter. Il faut s'adapter constamment. Même si on a de l'expertise, on démarre un nouveau projet, on part d'une feuille blanche, on part de zéro. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à s'adapter en fait. On peut faire la même chose, je sais pas, moi je prends un exemple, quelqu'un qui a développé un logiciel toute sa vie, mais qui développe pour un acteur de la grande distribution ou pour un acteur du luxe. Le produit peut être le même, mais les gens sont différents, l'environnement, tout est différent. Et c'est ça le plus important. Mais du coup, il faut s'adapter aux gens. Ça, je pense que c'est un des gros challenges. Et du coup, faut sans cesse se remettre en question, tout le temps. Personnellement, à chaque fois que je démarre une nouvelle mission,
J'ai dû faire plus d'une dizaine de clients. J'avais l'impression d'être un stagiaire. Mais c'est cette remise en question qui fait que j'ai réussi à me maintenir aussi. Et c'est ça qui te permet d'évoluer et de grandir. Voilà. Et c'est vrai que les qualités interpersonnelles qu'il faut avoir quand on est consultant, elles sont beaucoup plus accrues que dans d'autres contextes. Bien sûr. Parce que tu peux pas être renfermé sur toi-même et c'est pas juste tes compétences qui vont parler d'elles-mêmes. Parce que quand tu arrives dans un environnement, il y a un côté investigation, il y a un côté prise de connaissance, comprendre le contexte déjà sur le sujet même, mais comprendre le contexte politique aussi. Tu sais pas quels ont été les jeux politiques en interne avant que tu arrives. Il peut y avoir un contexte compliqué quand tu arrives, donc c'est important de venir et de savoir vraiment gérer ce côté interpersonnel avec les acteurs en interne. Exactement. Et justement, il y avait aussi le côté, en termes de challenge, est-ce qu'il y a le côté vraiment syndrome de l'imposteur? Parce que j'aime bien utiliser ce terme-là, mais comme tu viens d'un certain milieu, est-ce que ça a été un peu compliqué, ce côté vraiment changement de code différent? Est-ce que tu as ressenti, est-ce que ça a été fluide pour toi ou est-ce qu'il y a un moment donné, tu as dû t'adapter de ce côté-là aussi? Oui, alors c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le challenge, c'est l'adaptivité, c'est de s'adapter. Concrètement, c'est ça. Quand je dis s'adapter, c'est s'adapter, ok, là tu l'as dit, projet, etc., mais aussi à l'humain, mais aussi aux gens. Nous, on vient de milieux différents. Alors surtout, quand je venais de démarrer, j'habitais encore à La Courneuve. Bien sûr qu'il faut changer de niveau. Niveau d'élocution, culture générale. En fait, mais tout ça, c'est pour quoi faire? C'est juste pour pouvoir parler aux gens, tenir une discussion à la cantine. C'est ça, en fait. C'est pas du small talk, hein. Voilà. Des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire du small talk, parler de la pluie, du beau temps. Mais ça fait partie des choses qui te permettent aussi de te positionner, qui permettent de créer des relations et au fur et à mesure, même au-delà du travail, donc déjà la qualité de ton travail, ça c'est primordial, mais c'est ça qui va permettre aussi d'être reconnu au sein des entreprises, tout en restant toi-même, bien sûr. Le but, c'est pas de se dénaturer. Exactement. Et voilà, tu l'as dit, c'est de faire ça sans se dénaturer. Et c'est ça qui est un peu difficile. J'ai une forte personnalité, du coup, j'ai jamais ressenti ça, mais il y en a beaucoup qui sont perdus. Qui sont perdus. Ouais. Il y en a énormément. Ils sont perdus. Moi, j'en ai vu. J'ai vu des gens un peu se perdre et tu vois qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Voilà. Tu vois qu'en fait, ils ressentent le besoin, vraiment le pire pressure, d'être un peu comme tout le monde. Voilà. J'ai toujours été moi-même, mais bien sûr, faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'environnement, au contexte, mais on reste comme toujours soi-même. C'est important. C'est très, très important. Tout à fait. Très bien. Donc maintenant, on va passer à l'entrepreneuriat et faire un peu le pont entre le consulting et l'entrepreneuriat. Bon, toi, dans ton cas, l'entreprise que tu as créée, elle est dans le domaine du conseil, entre guillemets, pas vraiment du conseil des ESN. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous faire la distinction entre le conseil pur et les ESN? Ok. Dans nos domaines, typiquement dans nos domaines sur l'IT, l'Asie, c'est très, 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 très vaste. Ça va être tous les systèmes qui vont gérer la donnée, on va dire, et les process d'une entreprise. Bon, voilà, c'est très, très, très vaste. Les conseils, on va distinguer les conseils, les cabinets de conseil connus. Tout le monde aime bien parler du Big Four, etc., bien sûr. On va dire que les cabinets de conseil, ils vont intervenir en amont, au démarrage, à la naissance d'un besoin qui va permettre d'installer un logiciel après. En fait, le logiciel, c'est juste la résultante. Mais eux, ils vont intervenir vraiment en amont. Si je prends un exemple, un responsable de transport, il a des gros problèmes de livraison, par exemple. Lui, il fait appel à un cabinet de conseil et il va optimiser, il va lui proposer des solutions. À un problème. À un problème. Mais un problème métier, organisationnel. Stratégique. Voilà, stratégique. C'est ce qu'ils font. Mais dedans, les solutions qu'ils vont proposer, ils vont englober de l'IT aussi. Ils vont en englober. Les ESN, entreprises de services numériques, pour la plupart, ce qu'on fait, c'est de l'intégration. On peut couvrir la partie un peu en amont, mais c'est assez rare quand même, mais on fait beaucoup d'intégration. Intégration, qu'est-ce que c'est? C'est que, grossièrement, c'est qu'on installe des logiciels. Et on les maintient. Et on les fait évoluer. Voilà. En ESN, c'est des profils techniques. Non, parce qu'il y a de tout. Pour pouvoir installer un logiciel, il faut comprendre aussi le client. Il faut comprendre aussi comment il travaille. Et donc, il faut avoir des gens capables de comprendre ça. Dans une ESN, on a aussi des profils de type cabinet de conseil. Oui. Il y en a toujours. Mais après, on a des profils très techniques. En majorité. Voilà. Donc, et aujourd'hui, il y a des frottements. Moi, j'ai démarré dans le conseil. Depuis que je suis en freelance, je travaille avec des ESN. Parce que ces ESN-là ont besoin aussi, sur ces projets justement d'implémentation, des profils un peu comme moi qui vont faire de l'organisation.
qui vont définir des process, qui vont coordonner les acteurs, qui vont avoir une vision globale. Donc maintenant, il y a des frottements. Après, effectivement, on a tout là-haut. On va dire, si on voit ça un peu en pyramide, tout là-haut, on a les cabinets, les Big Four, vraiment les cabinets strat, qui vont venir définir une stratégie, leur dire, OK, voilà, vous organisez vos équipes comme ça, vous implémentez ça avec un planning. Après, on va dire qu'au milieu, on a les cabinets de conseil en management, organisation, voilà, où on a des acteurs qui vont venir mettre en place des projets de transformation des orgas. Et après, on a les ESN. Aujourd'hui, moi, j'étais, on va dire, dans la tranche du milieu pendant très longtemps quand j'ai travaillé en cabinet. Et là, j'interviens pour des ESN, mais toujours avec ce positionnement-là. Et il y a des frottements maintenant, c'est intéressant de voir ça parce que... La frontière, elle est vraiment fine, mince. Oui, elle est vraiment mince, oui, exactement. Ok, très bien. Ouais. Je pense que ça permettra justement aux auditeurs, aux personnes qui vont voir la vidéo de bien distinguer un peu comment ce secteur-là fonctionne. Ok, très bien. Donc maintenant, il y a une chose que j'ai mis beaucoup en avant dans cette chaîne, c'est que le fait d'avoir été dans le secteur du conseil, de la prestation, où justement on est exposé à ces aspects business, à ces aspects facturation, c'est quelque chose, même si j'avais l'esprit entrepreneurial et que je pense que j'aurais trouvé le moyen d'entreprendre, m'a facilité l'entrepreneuriat. Parce que déjà, j'avais la facilité de me lancer en freelance, de créer une structure et après, de m'étendre à d'autres périmètres et à d'autres activités. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Oui, je pense un peu similaire. Après, comme je dis, c'est un état d'esprit. C'est un vrai état d'esprit. L'important, c'est de se connaître soi-même, j'ai envie de dire. Ouais. De savoir qui on est réellement soi-même. C'est le point de départ pour moi. Si on revient sur le freelancing, il y a énormément de freelances qui reviennent CDI. Ouais, c'est Il vrai. y en a énormément. Parce que c'est pas des entrepreneurs, c'est tout, ça s'arrête là. C'est un état d'esprit, ouais, c'est un vrai état d'esprit. Effectivement, c'est un état d'esprit parce qu'il ne faut pas faire non plus le raccourci conseil entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de consultants qui ne sont pas entrepreneurs. Il y a beaucoup de consultants qui sont consultants mais qui sont comme des personnes qui sont salariées en interne, qui font leur job et basta, qui ne vont pas travailler sur tout le volet personal branding, sur tout le volet déjà se positionner, faire des connexions. Ils font leur boulot et basta. Donc c'est vrai qu'il y a un côté vraiment mindset, être quelqu'un qui veut justement exploiter et capitaliser sur ce positionnement-là. Le positionnement est intéressant pour faire de l'entrepreneuriat, mais il faut savoir déjà le sentir et capitaliser dessus. Donc, je te rejoins de ce côté-là. Et donc, quand tu as décidé de te lancer, comment tu as fait pour comprendre le marché, mais du point de vue business? Parce qu'il y a des consultants qui ont 30 ans d'expérience dans le conseil, mais qui n'ont jamais compris vraiment tout ce qui est coulisses, tout ce qui est comment on fait du business, comment on crée de la relation avec le client, comment on détecte un lead et qu'on l'exploite. Ok. Et toi, c'est à quel moment que tu as commencé à voir et à dire, OK, je peux exploiter ça? Parce que tu m'as dit que tu as gagné un premier marché. Pour gagner ce marché-là, tu t'es positionné, tu en as entendu parler. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? C'était dans une mission, j'étais freelance là-bas. D'ailleurs, je crois que c'était ma première mission en tant que freelance. Et puis ensuite, on fait des relations au sein de la mission. On parle, on déjeune, on prend des cafés et on entend des choses. On entend des choses et c'est comme ça que ça a fonctionné. Voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Après, le entendre des choses, comme je dis, il y en a qui ont envie d'entendre, il y en a qui n'ont pas envie. C'est aussi ça. C'est pour ça que je reviens sur l'aspect état d'esprit et qui on est. C'est très important. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui veulent réussir, mais pour réussir, il y a un prix à payer. Mais le prix, personne ne veut le payer en fait. C'est vrai. C'est ça la vraie difficulté. Après, moi, comme je dis, voilà, j'ai toujours été comme l'esprit entrepreneur depuis très jeune. Je sais pas, moi, je prends un exemple tout bête, comment j'analyse les choses. Exemple, je vais dans une sandwicherie, je vois 100 clients qu'il y a dedans, je commence à faire des calculs. Alors, il y a 100 clients, ils vont ça. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, voilà comment moi je procède. Ah, le projet coûte tant, il y a tant de personnes, il y a ci, il y a ça peut m'intéresser. Voilà. Ça, c'est mon truc. Mais comme je dis, tout le monde ne peut pas être comme ça. Ouais. Je suis pas mieux que les autres. Je suis pas moins bien que les autres. Mais c'est juste une question de savoir où on joue. Ouais, tu as un esprit analytique, tu fais les maths et tu vois que toi, tu peux te positionner, en fait. Tu n'as pas peur de te positionner. Voilà, je me pose toujours la question. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décroché mes premières missions. De savoir qui est décideur, qui quoi. Tout est lié à ça. Mais comme je dis, c'est pas tout le monde qui a envie aussi. C'est pas, voilà, c'est pas tout le monde qui a envie. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai toujours eu ce procédé-là. Ok, très bien. Super intéressant. C'est très important, en fait, d'avoir un peu cette vision-là. Savoir positionner les gens, savoir qui est décideur, savoir comment te positionner dans tout ça. C'est vraiment, en fait, c'est tu l'as ou tu l'as pas, cet esprit entrepreneurial, finalement. Aujourd'hui, tu as une équipe d'une 30aine de personnes. Tu es dans une autre dimension par rapport à tes débuts. Et la question que je me pose,
Parce que moi, je suis pas dans cette position-là. Moi, je me gère que moi, je gère mes relations avec les clients. Donc, je comprends jusqu'à une certaine limite. Mais je me demande comment tu fais pour gérer les salariés. Quel profil de consultant tu cibles généralement dans ton processus de recrutement? Parce que tu as un background qui est différent. Donc, je pense que tu ne fonctionnes pas comme les cabinets typiques qui vont regarder le CV, qui vont dire « Ok, il sort de bonne école et ça y est, j'y vais ». Je pense que forcément, ton parcours, ton background a un impact sur comment tu cibles tes salariés. Donc, comment tu fonctionnes de ce côté-là? Alors, en termes de gestion, aujourd'hui, on est quand même, j'ai quand même des fonctions de support avec moi. Tout seul, c'est juste impossible. Ça marche pas. On a une bonne équipe on a une bonne équipe. Ouais, donc, tu as appris à déléguer déjà. Super Oui, important. voilà. Je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. C'est un peu vraiment un leitmotiv. Mais voilà, on a une équipe commerciale, on a une équipe RH là-dessus. Là où j'arrive quand même à faire la différence, c'est que moi, je reviens sur le truc, c'est que je suis moi-même consultant. Ça veut dire que lorsqu'on va lire un marché, un besoin, on sait ce qui va être prédominant, ce qu'on va attendre en fait. Donc on va challenger beaucoup par rapport à ça. Notamment récemment, par exemple, on cherchait on va dire un chef de projet data. Un chef de projet data, mais assez business. L'une des valeurs comme qu'il faut avoir, au-delà de l'aspect technique, il faut être un très bon communicant. Il faut savoir faire ressortir l'information, il faut savoir bien synthétiser. Super important. Voilà, si la personne, lorsque moi, ma RH l'appelle, etc., c'est les questions que je lui demande, bon, est-ce que faut faire parler les gens? Est-ce qu'ils arrivent déjà à bien s'exprimer? Ça, c'est le premier critère. Il a qu'à être le meilleur, mais ici, c'est pas s'exprimer, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Après, nous, sur les petits cabinets de notre taille, c'est que faut dire que tous nos clients qu'on a, à chaque fois, de toute façon, ils demandent un minima d'expérience. C'est quasiment impossible pour nous de pouvoir proposer un débutant. C'est impossible. C'est toujours 4-5 ans d'expérience minimum. 4-5 ans d'expérience minimum. Par rapport à la taille de ton cabinet, si tu étais plus gros, ce serait différent. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on fait très très peu d'intégration, de projets d'intégration. Ça veut dire qu'on va prendre en charge toute une activité et c'est nous qui le faisons. Nous, ce qu'on vend aujourd'hui, c'est du support, c'est de l'assistance technique. Ça, c'est la distinction qu'il faut faire. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus ça. C'est pour ça que là, on lance des offres sur des PME où là, on va faire vraiment de l'intégration de bout en bout. Où là, on a le choix de nos équipes. Mais voilà, nous, comment on choisit nos consultants. C'est vraiment, on se projette tout de suite sur le projet du client. Il faut bien comprendre le contexte. Et par rapport à ça, on sait mettre en avant, mais c'est quoi les points les plus essentiels. Et c'est vrai que l'avantage, moi, je joue pas sur le fait, oui, alors j'ai que des consultants de grande école, etc. Nous, on dit même pas les diplômes. Nous, ce qu'on vend, c'est l'expérience. Voilà, ça c'est le truc. Et oui, on vend de l'expertise. Très bien. Et je pense que c'est une bonne chose de mettre en avant les compétences déjà en avant. Et c'est vrai que le côté interpersonnel, c'est hyper important. Si tu as un consultant qui ne sait pas défendre un sujet, défendre des arguments, c'est hyper compliqué parce que malgré tout, les clients se tournent beaucoup vers les consultants pour des solutions. Ça, c'est quelque chose, c'est souvent une posture qu'ils ont. Quand ils se retrouvent bloqués, même qu'il s'agisse d'un cabinet de conseil ou une ESN, souvent le consultant, il faut qu'il ait un avis. Il faut qu'il ait un positionnement, il faut qu'il sache argumenter. Donc ça, c'est très important. Et justement, une deuxième question par rapport au profil. On a parlé de nos parcours. On est issu de la banlieue, on est première génération en France. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de ton recrutement, c'est quelque chose qui se traduit dans les ressources que tu as? Est-ce que tu vois beaucoup de profils comme toi et moi? Aujourd'hui, alors bien sûr, au travers de mes équipes, on a une majorité comme issue de l'immigration. Et précision, c'est pas voulu d'avoir que une majorité de gens issus de l'immigration. Mais aujourd'hui, le marché, il est comme ça aussi. Il est comme ça sur l'aspect, vraiment sur les profils IT. Sur les profils IT, c'est un peu comme ça. On recrute tous les jours, on chasse tous les jours quand même, quoi qu'il arrive, pour anticiper les demandes de nos clients. Donc même si on n'a pas forcément de demande actuelle, on doit anticiper. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça que ça marche. Après, c'est vrai que la tendance d'aujourd'hui, je vois de moins en moins de personnes avec mes antécédents. De moins en moins. Et il y a beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers qui finissent leurs études supérieures en France. Qui viennent donc après le bac ou après une licence, par exemple. Oui, voilà. Je pense la majorité est énorme. En tout cas, moi, c'est minime d'avoir des candidats avec notre background. Mais comment t'expliques ça? Comment t'expliques le fait que les gens français nés en France, qui soient issus de l'immigration ou pas, en tout cas de certains milieux, de la banlieue, voilà, si on veut être clair, comment t'expliques le fait qu'ils soient aussi peu représentés dans ces types de domaines-là, qui sont des domaines de personnes qui ont fait des études supérieures, alors qu'on parle de chômage, qu'il y a énormément de chômage? Comment t'expliques ça aujourd'hui? Et justement, le fait que
des personnes qui viennent de l'étranger, qui vont venir d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, peu importe, vont finalement avoir la possibilité et auront plus cette vision-là. Après, effectivement, ils viennent pour leurs études, donc ils ont un objectif clair, donc je pense que ça aussi, ça joue, mais qu'ils aient un positionnement qui soit plus nombreux sur ces postes-là que des personnes un peu comme nous. Après, ça tient qu'à moi, c'est mon avis. Hein. C'est une question d'environnement et de conseil. Je veux dire, de proches ou autres, il y a beaucoup de ça. Ceux qui viennent de l'étranger, ceux qui finissent des études supérieures, par exemple, ils ont fait des recherches avant, ils savent où ils veulent aller, ils ont des objectifs. Nous, peut-être que, alors je dis nous, je m'englobe aussi dedans, c'est vraiment une question de conseil, l'entourage, de connaître des personnes qui t'ont ouvert la voie ou qui t'ont parlé de certains domaines. C'est un peu ça. Moi, je pense que c'est vraiment une question de communication. Est-ce que tu penses qu'il y a un fatalisme dans, par exemple, nos milieux, nos communautés? Est-ce que tu penses que ça aussi, ça joue de se dire je ne pourrais jamais rentrer dans ce milieu-là, je ne serais pas accepté ou autre? Moi, je pense qu'on a passé cette étape-là parce que maintenant, on a l'information, parce que maintenant, nous tous, partout où on a grandi, on a des exemples de personnes qui ont pu rentrer dans ces secteurs-là. Donc, je ne sais pas, mais je voudrais avoir ton avis dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a le côté fatalisme? Je pense qu'il y a. Il y a quand même. Il y a de la méconnaissance, c'est sûr. Il y a de la méconnaissance, du fatalisme. Et un manque d'orientation. Et un manque d'orientation. Et je pense que ces trois-là sont toujours des facteurs clés au fait qu'on ne trouve pas des personnes de mon background, en fait. C'est vrai. Et le manque d'orientation, c'est quelque chose. Voilà. Parce que même moi, il m'a fallu arriver en fin d'études pour connaître ce secteur-là. Il m'a fallu sortir de mon milieu, faire mes études sur Paris, être en université parisienne, entre guillemets, pour connaître ces milieux-là. Après, je ne sais pas si j'étais restée, par exemple, dans mon quartier et que j'avais fait l'université en banlieue, est-ce que j'aurais su? Je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, mais il y a vraiment un manque d'information. Alors que dans d'autres milieux, des milieux parisiens, les enfants, depuis qu'ils sont très jeunes, ils connaissent. Et toi, tu as eu la chance d'être orienté par ton entourage. Mais moi, dans mon entourage, je connaissais personne qui évoluait dans ces secteurs-là, que ce soit dans la finance ou autre. Exactement, exactement. Après, c'est vrai que, moi, pour la petite histoire, un petit aparté sur l'entourage, c'est même l'entourage n'en parle pas forcément naturellement. Il n'en parle pas, en fait. À la différence avec d'autres familles, des grandes familles, par exemple, des grandes familles le week-end, quand ils reçoivent des personnes, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un notaire, il y a un médecin, il y a un avocat. Et les gens échangent. Il n'y a pas de tabou. Voilà, En fait, déjà, c'est vrai que dans nos milieux, il y a la pudeur par rapport à l'argent. Et même au-delà de ça, c'est un peu culture française, il y a la pudeur par rapport à l'argent. Et ça, j'en ai énormément parlé sur ma chaîne. J'ai même fait une vidéo où j'analyse un peu le contexte. Mais c'est vrai que cette pudeur-là, ce manque d'information-là, ça nous dessert. Et c'est pour ça que moi, l'objectif de créer cette série-là et de créer des réseaux professionnels, c'est pour qu'on puisse échanger entre nous. Parce qu'il y a un peu ce côté, dès que j'ai un peu réussi, je me cache. Parce que j'ai peur de le perdre. Donc, en gros, je reste dans mon coin. C'est vrai, je pense que les gens ont aussi du mal à en parler. Parce que déjà, en parler, ça veut dire maîtriser quand même son sujet. Et ça veut dire, moi, j'ai un côté où j'ai envie de faire évoluer les choses. L'IT, consulting, etc. Bien sûr que la raison avant d'arriver là, qu'est-ce que c'était mes questions quand j'étais plus jeune? Bon, j'aime pas trop, je sais pas ce que je vais faire comme métier, j'en sais rien, etc. Ben, je veux le meilleur rapport qualité-prix qui existe. Il n'y a pas mieux que l'IT. Il n'y a pas un secteur qui propose ce ratio-là, rapport qualité-prix. Tout à fait. Quand je dis temps, investissement, salaire. Tout à fait, c'est vrai. Et on le voit, hein, parce que moi, j'étais dans le conseil pur, j'étais dans le métier bancaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on réalise et on le voit, hein, ces dernières années, on voit que l'IT vraiment prend vraiment de l'ampleur, notamment les sujets cybersécurité, et qu'au final, l'équilibre entre effectivement la charge de travail, le niveau d'intervention et le salaire, aujourd'hui, l'IT est en train de prendre Oui, c'est une bonne balance. C'est une bonne balance. Après, Oui, donc c'est un appel pour toutes les personnes qui sont issues de minorités, qui sont en banlieue, qui sont dans des milieux peut-être où on ne parle pas trop de ça. Mais il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de se positionner, d'aller chercher des postes, même si vous pensez que vous ne les méritez pas ou vous ne serez pas pris. Il ne faut pas hésiter à aller justement chercher l'opportunité parce qu'elle ne viendra pas vers vous, mais il y a des possibilités. Bien sûr. Donc ça, c'est hyper important. Ok, très bien. Donc on va bientôt, petit à petit, aller vers la fin de l'interview. Mais je voulais parler aussi de tes autres, peut-être les autres domaines et les autres secteurs dans lesquels tu souhaites justement entreprendre ou dans lesquels tu entreprends. Moi, je sais que moi, naturellement, je me suis mis en freelance, mais les autres activités que je suis en train de développer sont
au niveau de mes origines. Il y a un peu un retour aux sources. J'ai un peu vécu au Sénégal aussi, donc c'est ma particularité. Donc je me reconnais aussi un peu dans les profils qui viennent ici et qui ont l'envie. Ok. Et pourquoi je me suis lancée en freelance, c'est que je voulais être indépendante, mais je voulais pouvoir également développer des activités dans mon pays d'origine, mon continent d'origine. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui à travers mes activités au Sénégal dans l'immobilier. Et toi, de ton côté, je sais que tu as des appétences aussi avec l'Asie. Tu peux nous en parler? Alors déjà, du coup, nous, notre cabinet, on a de l'activité à Singapour. On a ouvert un bureau au Vietnam où on s'étend en fait, hein, on étend notre offre. Moi, comme je dis, je suis d'origine cambodgienne, chinoise, cambodgienne, et je fais quand même beaucoup d'allers-retours sur l'Asie. Étant français, d'origine cambodgienne, chinoise, être en Asie, l'Asie du Sud-Est plus particulièrement, ça a du sens en termes d'opportunités, en termes de se dire oui, c'est chez nous en fait, hein, c'est chez nous. Et que, on va dire, ces endroits-là, avec un fort pouvoir d'achat, En pleine expansion. C'est des économies en pleine expansion. Voilà. Nous, ici, on est dans le vieux continent. Bien sûr que voilà, tout est déjà fait. Là-bas, on sait qu'il y a tout à faire quand même. Même si sur certains secteurs, ils sont déjà très, très avancés. Mais voilà un peu moi, ma vision de là-bas. Et je me diversifie pas énormément avec de l'expérience où j'ai fait un peu des choses qui n'ont rien à voir, mais finalement, j'ai perdu un peu le focus. Moi, une chose est sûre, c'est que pour réussir, faut bien faire une chose. Il faut capitaliser sur ce que tu sais. Voilà, et je me diversifie sur mon offre de l'IT, mais moins sur d'autres choses. Parce que l'IT, comme je dis, c'est très très vaste. Oui, sur ça, je me diversifie. Oui, tous les jours, il y a des nouveaux sujets. Voilà. Là, on a l'IA, on a la cybersécurité qui va être de plus en plus régulée. Donc, effectivement, en fait, c'est infini et il y a vraiment matière à devenir de plus en plus expert sur des sujets. Exactement. Ensuite, c'est vrai que, oui, l'exposition sur moi, mon continent, il y a beaucoup d'inspiration, les gens travaillent différemment. C'est ça. La culture est différente, les enjeux sont différents. Le business model qu'il y a en France n'est pas d'un top là-bas, bien entendu. Et c'est ça qui fait évoluer. C'est ça qui nous fait évoluer. C'est ça que je trouve fantastique, en fait. C'est qu'on a plusieurs cultures, un mix, et on essaie... Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'agis, quoi. J'essaie de prendre le meilleur de chaque partie, ouais, tu essayes de conjuguer. Et au-delà même du côté économique, je pense pas que c'est ça. C'est vraiment le fait de vouloir également se positionner dans un continent où tu as l'envie et tu sais que tu as ta place. Et donc ça, finalement, c'est un projet de vie, quoi. Bien sûr. Au-delà même du fait que oui, ça marche pas, tu y vas pour déjà t'imprégner de ce qui se passe, de la culture, de ce qu'il y a de bon là-bas. Et là-bas, il y a le côté vraiment discipline et les success stories aussi que tu vois là-bas pour venir aussi finalement t'alimenter et que ça puisse servir tes activités, quoi. Exactement. Très bien, on a, je pense, le même mindset de ce côté-là. Très bien, donc maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu as, par rapport à l'équilibre, pour conclure un peu, pour petit à petit conclure, je voulais savoir, est-ce que tu estimes que tu as un bon équilibre vie perso, vie pro? Je pense que je connais déjà la réponse, mais quand même... J'ai envie de dire, j'essaye, mais si je demande à ma femme et mes filles, elles vont me dire « Ah non, c'est pas assez. » Ouais. Mais j'essaye quand même. Mais on va pas se mentir, pour ça, il y a comme un prix à payer et c'est pas évident. Ouais. Mais j'essaye quand même de tout concentrer sur les journées de la semaine, le week-end consacré à la famille. Mais même l'esprit, en fait, il travaille 7/7. C'est ça. C'est ça qui... Mais nous, à l'inverse, c'est qu'on se force à déconnecter. C'est ça. Et c'est dur parce que... Non, c'est pas évident. Mais c'est ce que je disais dans une vidéo en parlant de l'entrepreneuriat. Je parlais, en fait, quand tu deviens entrepreneur, la valeur en fait de ton travail, elle explose. Et après, le temps libre, finalement, c'est quelque chose qui aura de la valeur pour toi. Mais en fait, c'est plus le même rapport. Alors que quand tu es salarié, c'est à la même valeur, en fait. La valeur de ton loisir et la valeur de ton travail, c'est équilibré. Tu as les congés payés. Mais tu sais que quand tu entreprends, en fait, la valeur de ton travail, elle est là, quoi. Donc, tu dois te forcer effectivement à prendre du temps libre et aussi être intentionnel à avoir du temps de qualité. Le temps libre, il est limité, mais il faut que ça soit du temps de qualité. Et finalement, moi, je pense que ça permet aussi d'équilibrer, de t'assurer à chaque fois que tu as du temps libre avec ta famille, que ça soit du temps de qualité. Exact. Et donc, pour conclure, je voudrais avoir ton avis, se projeter un peu sur les prochaines années, puisque ça fait quand même facilement 15 ans que tu es dans le secteur. Tu l'as vu évoluer. Quelles sont, on va dire, tes prévisions pour l'avenir et justement les secteurs clés, les sujets clés qui pour toi ont de l'avenir en IT et dans le conseil en général? Aujourd'hui, le paysage applicatif digital d'une entreprise, je vais aller plus loin. En fait, la donnée d'une entreprise, c'est un actif d'entreprise. Oui. Tout comme ses bâtiments, tout comme ses murs, tout comme ses salariés.
Avant, ce n'était pas le cas. Mais cette donnée-là de l'entreprise, elle doit être gérée. Et c'est obligatoire aujourd'hui. C'est un enjeu majeur, c'est un asset, c'est un vrai asset aujourd'hui. Et toutes les entreprises en ont conscience. Je me suis spécialisé dans la data, c'est pas pour rien. La BI, c'est une branche de la data. La data, c'est très vaste. Ce sont toutes les spécialités qui vont te permettre de gérer ta donnée et de l'exploiter. Il y a plein de disciplines dedans. Ça veut dire que pour moi, bien sûr que la data aujourd'hui, c'est le secteur qui lie toutes les disciplines. C'est le fer de lance, quoi. Voilà, c'est simple, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut installer tous les logiciels, mais si on ne sait pas exploiter ça derrière et savoir où on en est, c'est pas la peine. Ça, c'est lié. La seconde chose qui est liée à la data aujourd'hui, nous, avec la génération d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, générative AI, etc., qui apportent beaucoup plus. En vérité, quand on dit qu'ils apportent beaucoup plus, les personnes se disent oui, mais attends, on va être remplacé par des robots, etc. Mais c'est complètement faux. Ce sont les activités qui n'apportent pas de valeur, oui, et ça doit nous aider à créer de la valeur. Une chose est sûre, c'est qu'avec ça, ça remplace des exécutants, c'est clair. Mais pour les personnes qui arrivent, il faut qu'elles se disent... Comment gérer cette technologie finalement? Voilà, il faut la gérer en son avantage. Et pour la gérer en son avantage, c'est qu'il faut apporter de la valeur quelque part. On ne peut pas juste exécuter sans réfléchir. C'est pas possible. Donc les profils qui doivent arriver aujourd'hui, ils doivent être, je ne vais pas dire plus intelligents que dans le passé, mais ils doivent être beaucoup plus clairs. Ils doivent avoir tout de suite la big picture en fait. Connaître l'environnement, le contexte, etc. pour justifier leur présence. Et tirer à leur avantage aussi. Voilà. Toutes ces technologies-là. Et je pense, franchement, je ne me fais pas trop d'inquiétude parce qu'aujourd'hui, les générations qui vont être diplômées, c'est des générations qui ont étudié en ayant l'intelligence artificielle. Moi, j'ai pas mal de feedback de personnes qui sont en études et ils sont hyper... Parce que moi, je suis toujours en train de me familiariser avec l'intelligence artificielle. Parce que moi, je suis de l'école où il faut que tout sorte de ta tête. Donc, j'ai un peu ce côté un peu générationnel où j'ai du mal, mais je sais qu'il faut s'en emparer. Il faut absolument utiliser l'intelligence artificielle à son avantage. Sinon, tu vas te retrouver dépassé. Parce que c'est du gain de temps, mais fou. Donc, je pense que les générations qui vont arriver, qui ont étudié pendant l'ère de l'intelligence artificielle, sauront le tirer à leur avantage. Mais effectivement, pour ceux aussi qui sont actuellement positionnés, qui sont en poste, je pense que l'un des enjeux aussi, c'est de savoir s'emparer aussi des intelligences artificielles pour ne pas se retrouver dépassé. Bien sûr. Moi, je l'utilise tous les jours. Après, comme je dis, l'intelligence artificielle, elle ne nous fait pas notre travail. Non. Il ne faut pas être passif. Et on tombe vite fait dans ce travers. C'est pour ça que Oui, et ça sera le risque aussi. Voilà, c'est pour ça que si je prends un exemple, c'est comme aujourd'hui, tout le monde a son GPS. On est tellement habitué à allumer son GPS qu'on ne regarde plus. On ne regarde plus les routes. On ne regarde plus les pancartes. On ne sait plus. Ben là, c'est ça le travers de... Moi, j'utilise tous les jours. Un ChatGPT, un Gemini, j'utilise ça tous les jours. Mais il faut savoir réfléchir. Cette personne-là ne nous aide pas à réfléchir. C'est ça. C'est ça le travers. Après, voilà, pour moi, l'avenir, bien sûr, c'est la gestion de la donnée, l'analytics, le data management, etc. La big data, on parle beaucoup de big data, etc. Mais chez les jeunes, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, le truc. Ensuite, tout ça n'a de sens que lorsqu'une entreprise gagne de l'argent. Mais pour gagner de l'argent, une entreprise, une grande entreprise, nos clients, ils doivent avoir eux-mêmes des clients. C'est pour ça qu'on a une branche digital CRM qui vont gérer les clients. Donc, en fait, ils vont gérer le chiffre d'affaires. Ça, c'est très, 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 très important. La supply chain aujourd'hui, la même chose. Mis à part, on va dire, des secteurs actifs où ils n'ont pas besoin de logistique. Mais aujourd'hui, on peut tout faire ce qu'on veut. Surtout aujourd'hui, après Covid, où on est dans un ère d'application, livraison, etc. Il n'y a pas de supply chain, il ne se passe rien. On va avoir des clients. Si c'est vendu, la supply chain ne marche pas, on demande un remboursement. Si je comprends bien ce que tu viens de nous dire, les secteurs, en tout cas les domaines prometteurs, si on se projette sur l'avenir dans l'IT et dans le conseil, c'est la gestion de la data, la supply chain, l'IA et la cybersécurité. Parce que forcément, il faudra réguler tout ça. Moi, je suis dans ce secteur-là et la cybersécurité, c'est vraiment un sujet hyper important et qui va être de plus en plus prominent. Et juste également, tout ce qui est autour du marketing et du CRM. Aujourd'hui, il n'y a rien sur ça. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a rien sans ça également. Très bien. Et donc, si tu avais des conseils à donner à des consultants qui sont positionnés ou à des aspirants consultants, justement, tu les conseillerais de s'orienter dans ces domaines-là de... Alors, oui, moi, ça, c'est mon top 5. C'est mon top 5. Et bien sûr qu'aujourd'hui, tout est digitalisé, tout est informatisé. Donc, en vérité, il y a quand même du travail un peu partout. Et ça, c'est mon top 5 des priorités où je sais que ça ne mourra jamais et ça ne fera que d'évoluer.
Le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y accéder. Mais vraiment, tout le monde. C'est un super métier. On va voir de nouveaux environnements tout le temps. On apprend constamment, tous les jours. Mais je dis, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est pas parce qu'on n'a pas fait telle grande école qu'on peut pas y accéder, c'est pas vrai. Ouais. C'est complètement faux. Là, sur ces priorités que je viens de dire, c'est que je sais que là, c'est les plus porteurs. Lorsqu'on est lié à ces domaines-là, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de demandes. Et puis après, voilà, pour les aspirants freelance, ayez le bon état d'esprit, j'ai envie de dire. Ayez le bon état d'esprit, ayez surtout une bonne feuille de route personnelle, parce que ça doit vous servir de tremplin pour quelque chose, mais c'est pas une fin en soi, jamais. Ouais. Si pour vous, c'est une fin en soi, vous allez vous retrouver vite dans des situations de doute, de trouver des missions seules, etc. Mais le plus important, c'est la feuille de route personnelle, j'ai envie de dire, et l'état d'esprit. Ouais. Après, mais il faut être prêt. Ouais. Il faut se sentir prêt personnellement. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, même pour ceux qui veulent entreprendre, il faut y aller et avoir la motivation et le travail qui permet de le faire. Les conséquences qui sont derrière aussi. Ouais, c'est un mindset. Voilà, Et on n'entreprend pas que pour le statut, pour le lifestyle. On entreprend parce qu'on veut réaliser des choses, on veut répondre à un besoin et on veut être acteur. Après, l'entrepreneuriat, comme c'est présenté, un peu comme l'Eldorado ou même le freelancing, c'est pas forcément ça. On n'entreprend pas pour le côté Eldorado. Effectivement, on veut plus de liberté. On sait qu'on a la capacité de générer plus, d'apporter une valeur ajoutée, mais ça vient avec forcément des inconvénients, des sacrifices, quoi. Exactement. Ok, Ouais. très bien. Bah, je pense qu'on peut conclure sur ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. De rien. Je pense que ça va en Invitation. inspirer plus d'un parce que tu montres vraiment que c'est possible. C'est possible de venir justement d'un milieu qui n'est pas prédestiné à évoluer dans ces secteurs-là, à se lancer parce qu'on connaît finalement le paysage et la place, qu'il s'agisse des ESN ou des cabinets de conseil. Et ce n'est pas des profils comme toi et moi en majorité, mais je pense que c'est important de vraiment réaliser qu'il y a une place, qu'on peut se positionner dessus et que les profils comme nous peuvent évoluer et s'épanouir dans ces secteurs-là. Merci à tous pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et encore merci Fabien. Merci à toi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.